Bonsoir, c'est le moment de faire le tour de l'actualité en Moselle. Société, santé ou encore économie sont au programme de cette édition. Voici les titres de ce mardi 18 octobre. Les grévistes ont remis le couvert ce mardi avec une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Revalorisation des salaires, réforme des retraites, droit de grève étaient au programme des revendications. Les salariés du public et du privé ainsi que la jeunesse ont composé le cortège que nous avons suivi. 5e édition du festival Bêtes et Sorcières pour faire frissonner petits et grands. Du 22 octobre et jusqu'au 6 novembre, de nombreux sites en Moselle vont faire revivre les contes et légendes du territoire à travers différentes animations. On fera le point dans cette édition. Et puis notre grand format du jour nous fait revivre un événement tragique survenu le 18 octobre 1982, l'explosion d'un silo à grains au cœur de la malterie de Metz. Un accident meurtrier qui, même 40 ans après, continue d'être dans les mémoires. Témoignages et images d'archives dans un instant. Ce mercredi, le ciel sera composé de nuages et éclaircies le matin, idem l'après-midi avec des périodes ensoleillées plus généreuses, température comprise entre 10 et 20 degrés. Et notre invité aujourd'hui vient nous parler de la prochaine édition du Salon à l'envers. C'est un concept qui a vu le jour il y a déjà 27 ans, mais qui reste original. L'objectif, que les décideurs reçoivent les entreprises. On détaillera ce rendez-vous avec vous, Franck Maillet, président du réseau Entreprendre Lorraine Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et on se retrouve très rapidement, mais avant, place à l'actualité. Et pour démarrer, la préfecture a annoncé la levée des restrictions d'usage de l'eau dans le département avec le retour des précipitations et la baisse des températures. Cette mesure a pris effet depuis hier, le lundi 17 octobre. Le préfet rappelle tout de même que la Moselle reste placée en vigilance dans l'attente d'autres précipitations, et demande également aux citoyens de maintenir l'effort collectif. Aujourd'hui, c'était une journée pleine de perturbations dans les transports, les écoles et au sein de certaines entreprises. Pour cause, un nouveau rassemblement interprofessionnel à l'appel des syndicats. Réforme des retraites, droit de grève et revalorisation des salaires étaient encore sur toutes les lèvres. Nous avons suivi le cortège à Metz, justement. Le conflit social dans les raffineries fait tache d'huile. Face à une crise énergétique qui s'enlise, les travailleurs se mobilisent pour réclamer l'indexation des salaires sur l'inflation. Salariés du public comme du privé, ils craignent pour leur pouvoir d'achat, malgré les primes exceptionnelles consenties par certains patrons. C'est une prime de 500 € sur l'économie qui est bien, ça rend service, on ne peut pas cracher dessus, mais ce n'est pas ce qu'on attend. Les 500 € là, une fois qu'on les a plus, on les a plus. Une augmentation de salaire, ça reste dans le temps. Déjà touchés au portefeuille, les retraités s'inquiètent pour leurs vieux jours. Ils dénoncent le mépris du gouvernement qui pourrait passer en force sa réforme des retraites. Si seulement tous les gens de ma génération, qui étaient le baby-boom, étaient sur le pavé comme on l'est actuellement, ensemble, peut-être que les choses changeraient. Et quelle responsabilité on a vis-à-vis de nos petits-enfants? Leur pouvoir, ils le tiennent de notre résignation. Voilà. Alors il ne faut plus être résigné. Si le temps de l'abondance est terminé, celui de l'insouciance aussi pour ces jeunes, bien décidés à faire entendre leur voix. La jeunesse étudiante, qui bien souvent est aussi travailleuse, elle est touchée, si ce n'est plus que tout le monde, au moins à la même hauteur par l'augmentation du coût de la vie, l'inflation, les logements, etc. Alors que le gouvernement semble s'en remettre à la bonne volonté du patronat, dans le cortège messin, personne n'écarte l'hypothèse d'une grève reconductible. Et pour cette grève, l'Académie Nancy-Metz fait état d'un taux de participation des enseignants à hauteur de 5,47% avec davantage d'enseignants du second degré. Même combat pour la revalorisation des salaires au cœur de l'usine continentale de Sarreguemines en Moselle-Est. Depuis lundi soir, de nombreux salariés ont arrêté de travailler et ont entamé un débrayage. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires justement. La prime de partage de 500 € proposée par la direction n'est pas suffisante à leurs yeux. Et l'augmentation de 3% sur leur fiche de paye depuis février dernier ne vient pas combler les problèmes de l'inflation actuelle.
On passe sur la santé. Le mois sans tabac va bientôt démarrer, donc le 1er novembre. Mais à Thionville, on n'attend pas cette opération pour lutter contre le tabagisme. À compter d'aujourd'hui, la campagne Thionville vous aide à arrêter de fumer est lancée. Elle s'adresse à la population fumeuse, soit 30% des habitants. Il est engagé depuis désormais 1 an dans la ville sans tabac, avec des actions qui sont portées au niveau de la ville, au niveau de l'agglomération, au niveau de ses agents, avec une aide au sevrage tabagique, mais aussi des manifestations grand public. Là, par exemple, ce soir, nous allons nous adresser aux professionnels de santé afin de leur donner la possibilité d'aider leurs patients en fait, à arrêter. Tout agent de la ville et de l'agglomération peut demander une aide au sevrage tabagique et avoir un accompagnement pendant son temps de travail. Mais aussi, il y a maintenant, notamment au niveau de tous les bâtiments publics et communautaires, une sanctuarisation des espaces dans lesquels vous ne pouvez plus fumer. Santé toujours. Chaque année, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes en France. La campagne de vaccination débute donc ce mardi et ce jusqu'au 15 novembre. Le vaccin est réservé aux personnes fragiles, âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, celles en situation d'obésité ou encore les femmes enceintes. Les professionnels de santé sont également concernés. La Haute Autorité de Santé souhaite atteindre une couverture vaccinale d'au moins 75% pour ces publics qui sont régulièrement touchés par ce virus saisonnier. Autre frisson, mais cette fois ce n'est pas lié à la grippe. À partir du 22 octobre et jusqu'au 6 novembre, la Moselle va se mettre aux couleurs automnales pour fêter Halloween. À travers le festival Bêtes et Sorcières, de nombreux sites vont faire revivre les contes et légendes mosellans. Reportage d'Anne-Sophie Gross. Pour sa 5e édition, le festival Bêtes et Sorcières transportera une fois encore les Mosellans dans un univers magique et légendaire. Au programme, près d'une centaine d'animations accessibles à tous seront proposées sur une 60aine de sites différents. Du plus jeune qui va simplement vouloir se maquiller, qui va vouloir se déguiser et avoir et récupérer des bonbons, à ceux qui aiment un peu le frisson, qui ont envie d'avoir un peu peur et d'avoir accès aux quelques animations qu'on a l'occasion de voir pour Halloween. Voilà, il y en a pour tous les publics. Se faire peur, mais aussi découvrir l'histoire du département à travers les contes et les légendes de Moselle, retracés dans 2 ouvrages. L'idée après, c'est que ces contes puissent être récupérés par les territoires, puisque les histoires sont classées par zone géographique. On espère que dans les années qui vont venir, ces histoires puissent être adaptées dans le cadre de ce festival. Aux Eaux d'Amnéville, en revanche, on préfère démystifier certains contes qui mettent en scène de méchants animaux comme le loup, l'ours ou la chauve-souris. Pour expliquer aux enfants qu'un loup, il ne va pas se jeter sur lui, il ne mange pas des petits chaperons rouges dans les bois, ou qu'une chauve-souris, c'est pareil, elle ne se transforme pas en vampire pour aller sucer le sang des gens. Donc on est plutôt sur le frisson, mais de l'expliquer pour dire aux enfants qu'on peut en gros tous vivre ensemble. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus, de Moselle, mais aussi de territoires limitrophes ou transfrontaliers. Alors prenez garde, vous allez frissonner. Et on passe à la culture maintenant. L'équipe du Passage Transfestival ne veut qu'une chose, retrouver son public. Après une édition 2022 réussie, elle nous invite à un second rendez-vous, Zigzag, un flash festival qui se tiendra à Metz les 11 et 12 novembre prochains, avec une programmation engagée autour de la danse, du théâtre et d'autres disciplines artistiques. On écoute tout de suite Benoît Bradel, le directeur de ce festival. On a eu envie de retrouver le public et puis il y avait des propositions aussi qu'on avait envie de partager dans l'urgence parce qu'elles étaient essentielles à voir ensemble aussi. Donc le zigzag, c'est l'idée de rassembler, d'avoir une espèce de concentré comme ça en flash festival de 7 propositions sur une journée et demie qui vous emmène loin. C'est les 11 et 12 novembre, donc c'est sur un peu plus de 24 heures. Voilà, 7 propositions qui s'enchaînent et qui nous font voyager à travers le monde et nous aident à profiter de la planète autrement, en parcourant différents univers, du centre Pompidou en passant par le FRAC et l'Arsenal et Saint-Pierre-aux-Donains. Le mardi, on parle également économie, c'est la rubrique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite.
Direction Ars-sur-Moselle, au cœur de l'entreprise Charcupac, société spécialisée dans le tranchage et le conditionnement de la charcuterie depuis plus de 70 ans pour la grande distribution à l'échelle de l'Europe. Découvrez en images leur activité. Si vous consommez de la charcuterie, vous avez peut-être, sans le savoir, déjà acheté un produit Charcupac. Situé à Ars-sur-Moselle, cette entreprise de tranchage et de conditionnement de charcuterie fait partie des leaders du marché européen. Là, vous êtes typiquement au cœur de l'entreprise industrielle. Donc là, nous avons une ligne qui est spécialisée, notamment en viande de grison, viande de bœuf séché, un produit qui est à marque distributeur et sur lequel on est un des leaders du marché en tranchage et en conditionnement. 85 millions de chiffre d'affaires, 60 millions de barquettes conditionnées sur le site mosellan, des lignes automatisées au maximum, tout a été pensé pour optimiser le rendement. Et là, on est typiquement sur le dernier investissement qu'on a fait en industriel. Ce sont des lignes haute cadence, avec, comme vous le voyez, des robots qui mettent les produits et les barquettes en carton, ce qui nous permet de gagner en efficacité et en productivité, mais également aussi de soulager les opérateurs parce que la répétitivité des gestes génère beaucoup de pathologies, mais sur lesquelles on a su bien travailler. Aujourd'hui, l'entreprise se positionne non seulement en France, mais aussi en Europe, avec une présence dans le Benelux, en Roumanie et en Pologne, et avec pour ambition d'ajouter la Suisse et l'Angleterre à son carnet de commandes. Mais ce ne sont pas les seuls objectifs que se fixe Charcupac. Fabrice Lévy en est conscient, le conditionnement de la charcuterie génère des quantités de déchets plastiques. Alors, pour tenter d'enrayer le système, plusieurs options ont été imaginées. La première, limiter le gaspillage alimentaire en commercialisant les déchets organiques. Donc on les commercialise dans des barquettes. L'intérêt de ce type de produit, alors c'est une des marques avec lesquelles nous travaillons, c'est qu'on les valorise le produit et que c'est pour le consommateur en termes d'organoleptique, de goût, ça n'a aucune différence. Par contre, c'est 30% moins cher que le produit classique dans la barquette. Mais Charcupac ne compte pas s'arrêter là. L'objectif de l'entreprise est de réduire l'utilisation de plastique de 70% en misant sur des emballages en papier. Autre nouveauté, l'ouverture d'une ligne spécifique au conditionnement de produits véganes, un marché prometteur. Quelques semaines après la fin du Moselle Open de tennis, la partie se poursuit en coulisses. Une audience devait se dérouler ce mardi 18 octobre à la chambre commerciale du tribunal de Metz. La raison, la procédure lancée par les actionnaires minoritaires qui contestent la vente du tournoi au groupe All-in de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Assion. Craignant un déménagement du tournoi, ils entendent faire jouer leur droit de préemption. Les repreneurs ont finalement demandé une médiation qui se tiendra ce mercredi à Paris en présence de toutes les parties. Si un accord n'est pas trouvé, une nouvelle date d'audience sera fixée. Dans le cas contraire, cela signifierait la fin de la procédure. Comme promis, Moselle TV vous propose un retour dans le passé avec son grand format, focus sur un événement marquant à Metz, l'explosion d'un silo à grains. 18 octobre 1982, une date à jamais en mémoire en Moselle. Elle marque l'explosion meurtrière d'un silo à grains au cœur de la malterie de Metz. La cause la plus probable de cet accident, une étincelle liée à des travaux en cours. Le tout dans une atmosphère explosive avec de gros amas de poussière présents sur place. 40 ans plus tard, jour pour jour, l'événement est encore bien ancré dans les mémoires. À travers des témoignages et des images d'archives, revivez cet événement marquant, tant pour la population messine endeuillée à l'époque que pour la malterie qui mettra ensuite un point d'honneur à sécuriser tout ça. 4 morts, 1 blessé grave et 8 personnes toujours ensevelies depuis hier sous des milliers de tonnes d'orge et de béton. Tel est le bilan encore provisoire de l'explosion spectaculaire qui a détruit hier en fin de matinée un silo à grains du port céréalier de Metz. Octobre 1982, 14h15, une première explosion retentit dans la tour d'exploitation d'un silo, suivie d'une seconde, provoquant son effondrement. Enseveli sous les décombres, le personnel de l'entreprise, des sous-traitants et des chauffeurs-livreurs sont tués sur le coup, certains décédés par l'effet de l'explosion, par écrasement, étouffés sous le poids des débris. On ne savait pas combien, bien sûr. Ça a demandé d'ailleurs plusieurs jours pour retrouver tous les corps. C'était un
un drame absolu comme on n'en vit pratiquement jamais. Le bilan humain final, 12 morts, 3 blessés dont un grave. La dernière victime sera évacuée 5 jours après. Sur place, 600 personnes seront mobilisées. J'habitais la caserne et je ne travaillais pas le jour-là. Et vu l'ampleur, ils ont demandé tout de suite du personnel de renfort et je suis parti dans le quart d'heure qui suivit sur l'intervention. Je savais qu'il y avait une explosion, mais je ne savais pas. Je ne m'y attendais pas à une ampleur comme ça. C'était inimaginable. On nous avait dit qu'il y avait un certain nombre de victimes décédées, ensevelies. Donc on savait qu'on allait faire du sauvetage des blés en fait. Cette masse de grains et cette masse de béton. Je vais donner une image. Les morceaux de silos qui n'avaient pas été détruits ressemblaient à des orgues. L'orgue de la cathédrale. Imaginez-vous ces silos verticaux, effondrés partiellement, et cette masse de grains qui représentait certainement des tonnes de grains. On n'avait aucune idée de la quantité de grains et l'instabilité de ces blocs de béton sur ce grain. Il y avait même des blocs de béton sur la voie ferrée qui passait à côté. Et c'était ça qui nous impressionnait le plus. L'embranchement ferroviaire du site devient inaccessible, l'autoroute A31 est finalement coupée. Les dégâts matériels sont considérables, estimés à 70 millions de francs. Les recherches aujourd'hui sont difficiles. Les appareils à ultrasons fonctionnent mal, il y a trop de bruit. Les chiens policiers qui avaient fait leurs preuves après le tremblement de terre d'El-Asnam en Algérie sont venus de Briançon et marquent l'arrêt au milieu des gravats. Les sauveteurs, eux, luttent contre le découragement. Le ressenti, c'est qu'on arrive devant une masse. Qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence? Donc on savait déjà qu'il fallait refaire des recherches et tout. Parce qu'il faut savoir qu'on avait des moyens d'écoute, quand même sophistiqués pour l'époque, maintenant c'est encore plus. Dans le grain, le son ne passe très mal. Et donc, il fallait vraiment faire des reconnaissances approfondies. On s'est tous mobilisés, la direction de l'époque, le président de l'ORCA était président de la malterie. Donc on a fait face à la résolution d'un drame humain comme on en connaît peu dans sa vie. C'est une ampleur inimaginable que je garderai tout le temps en mémoire. J'ai été surpris et je reste encore surpris par la puissance de déflagration. Quand je prends l'autoroute et que je vois les silos qui ont été reconstruits, j'ai l'image de les voir quand même démolis. L'hypothèse d'une fermentation de l'orge ayant entraîné des gaz semble exclue. C'est un mélange mal équilibré d'air et de poussière qui aurait déclenché l'explosion. On dit ici que 2 circuits de ventilation étaient arrêtés, mais nul ne peut affirmer que cette catastrophe en est la conséquence. L'équipe Fenk, ceux qui sont malheureusement à l'intérieur, travaillaient à l'amélioration de cette ventilation, qui était à l'origine, lorsque le silo a été construit, la ventilation n'était pas très bonne. On s'est toujours plaint de cette ventilation-là. Et là, maintenant, elle allait être refaite à neuf. D'ailleurs, il y avait une section qui a déjà été faite. Et c'est sûrement lors de ces travaux qu'une étincelle entraînera une explosion de poussière, hypothèse la plus probable selon l'Institut Aria. C'est en outre une explosion insidieuse, car on ne pense pas à la poussière comme à un produit dangereux. Et pourtant, toutes les poussières combustibles telles que le charbon et la sciure de bois, mais aussi la farine, le sucre, bref, toutes ces poussières sont susceptibles d'exploser. À titre d'exemple, d'abord, l'explosion à l'air libre de 5 kg de farine de blé mise en suspension. De quoi imaginer l'impact à plus grande échelle au cœur de la malterie. L'enquête de l'époque soulignera le manque de formation du personnel et des installations insuffisantes pour limiter l'empoussièrement, des lacunes comblées depuis et dès le rachat du site par Malte Europe en 1984. C'est la première étape dans la formation. On rappelle cet événement qui s'est passé sur le site parce que c'est vraiment lié à la malterie de Metz. La construction du silo a également fait l'objet de modifications significatives, notamment avec la mise en place des vents et de systèmes d'aspiration complémentaires. Et nous avons matérialisé au sol des croix d'empoussièrement pour pouvoir mesurer facilement par tout le monde sur le site
ce niveau de poussière que l'on peut avoir et déclencher les nettoyages et les mesures qui nous autorisent aujourd'hui une exploitation dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 40 ans. Le risque existe toujours, mais toutes les dispositions sont prises aujourd'hui et elles continuent d'être améliorées continuellement. À l'époque, l'instruction judiciaire n'a pas permis d'identifier les raisons précises de l'incident, mais l'ancien directeur sera tout de même condamné pour homicide et blessure involontaire. Aujourd'hui, la malterie ne garde aucune séquelle visible de l'explosion, et pourtant, le 18 octobre 82 reste gravé dans les mémoires. Il faut vraiment connaître le site pour savoir que quelques traces des anciens silos subsistent. C'était notre grand format. Depuis, d'autres incidents de ce type ont eu lieu en France. Le plus récent, bien sûr, à Strasbourg en 2018, en zone portuaire. Accident qui aura fait 4 blessés, dont 3 graves. On retrouve maintenant notre invité du jour qui vient nous parler de la 27e édition du Salon à l'envers. C'est parti. Franck Maillet, bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, le président du réseau Entreprendre Lorraine Nord qui organise justement ce salon. Petit point d'abord sur le concept pour nos téléspectateurs. Pouvez-vous nous expliquer qui rencontre qui finalement ? C'est un salon en fait qui permet aux acteurs économiques d'échanger, de se rencontrer, avec un concept plutôt particulier puisque ce sont les donneurs d'ordre qui sont en recherche de compétences, de ressources, de services et de biens, et nous avons l'ensemble des visiteurs qui viennent proposer leurs solutions. Alors cette année, la thématique choisie est plutôt dans l'air du temps. J'ai nommé l'écologie industrielle. Concrètement, on va pouvoir voir quoi à travers les stands ? Alors, nous avons, sur la mandature de Hélène, et voulu pour ce salon construire également une relation sur l'ensemble de l'écologie industrielle en lien avec la collectivité, autour des matériaux, des énergies, mais également de la formation, du digital et sur la mobilité pour faire bénéficier l'ensemble des acteurs économiques de l'ensemble des talents qui sont disposés dans l'ensemble du sillon. Alors, il ne s'agit pas seulement de parler de nouvelles technologies liées à l'écologie et autres mesures, il s'agit aussi de recruter, de monter en compétences. Tout à fait. Il s'agit aujourd'hui d'aller détecter, en lien avec le système éducatif, l'ensemble, ou en tout cas d'identifier l'ensemble des besoins des entreprises en lien avec le système éducatif, de mieux favoriser la découverte des métiers de l'industrie, mais aussi des services, pour l'ensemble de la jeunesse et des circuits de formation initiaux. Après 26 éditions et donc la prochaine qui se déroulera jeudi, quel retour vous pouvez faire, quel retour d'expérience? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les entreprises et les décideurs? C'est un rendez-vous attendu qui chaque année suscite l'intérêt d'un bon nombre d'exposants, de visiteurs. Cette année, nous serons dans un lieu un peu différent, mais également avec une thématique qui est totalement en lien avec l'actualité, les préoccupations et les technologies qui sont aujourd'hui à découvrir et également à mettre en commun pour mieux, dirais-je, chasser en meute. Et nous avons aujourd'hui la recette, je pense, efficace pour réunir l'ensemble des projets que nos acteurs économiques et également en lien avec la collectivité peuvent aujourd'hui faire émerger dans la vallée. Donc ça sera surtout l'occasion d'échanger, de discuter avec tout ce beau monde. Pour ceux qui souhaitent participer, je rappelle donc que ça se passe le jeudi 20 octobre de 9h à 17h. Ça se passera au gymnase La Millière à Thionville. Pensez à réserver, bien sûr, sur le site internet salonal'envers.org. Vous le disiez, pas mal d'exposants. Est-ce que vous savez à peu près, est-ce qu'il y aura les fidèles au poste? Alors, il y aura les fidèles au poste, il y aura des entreprises également nouvelles. Nous attendions jusqu'à maintenant environ 160 à 170 exposants sur les anciens espaces, mais pour cette édition, nous allons donc être sur la salle multisport de la Millière à Thionville, et donc l'espace étant un peu plus restreint, 120 exposants seront présents. Nous attendons à peu près 1000 à 1200 visiteurs. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi la participation dans l'organisation de ce salon d'environ 95% d'entreprises mosellanes qui organisent
ce salon et cet événement. C'est toujours bon à souligner. En tout cas, le message est passé et le rendez-vous est donc donné jeudi de cette semaine, donc de 9h à 17h. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau et à bientôt. Merci. Notre image du jour nous emmène au domaine de la Clos. L'hôtel était nominé dans 3 catégories pour le prix Villégiature Awards. La cérémonie s'est déroulée hier soir à l'ambassade du Mexique à Paris. L'hôtel 5 étoiles, et c'est d'ailleurs le seul en Moselle, a été sacré meilleur bar-hôtel. Ouvert depuis 2016, le bar du domaine de la Clos, le K, succède à l'Intercontinental de Lyon Hôtel Dieu. À noter que cette cérémonie des Villégiature Awards existe depuis près de 20 ans et récompense les plus beaux établissements et l'hôtellerie de luxe à travers le monde. C'est tout pour aujourd'hui côté actualité. Retrouvez dans un instant le nouveau numéro de Moselle Sport. Et puis à 19h, ce sera Rendez-vous Éco avec Jean Milon. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.